Pour payer leur piscine de luxe et impressionner des voisins qu'ils détestent en secret, mes propres parents ont vendu le violoncelle rare de ma fille de 11 ans. Ils l'ont bradé pour 90 000 € sans même nous consulter, sans un regard pour l'histoire de cet objet, sans une pensée pour l'enfant qu'ils allaient détruire. Quand ma grand-mère, la véritable propriétaire de l'instrument, a découvert ce qu'ils avaient fait, elle n'a pas versé une seule larme. Elle a simplement souri, un sourire glacial qui a fait baisser la température de la pièce de 10 degrés. Elle a sorti un dossier bleu de son sac à main en cuir usé et a prononcé 4 mots qui ont ruiné leur vie à tout jamais. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas seulement une histoire de vol ou de trahison familiale, c'est l'histoire d'un retour de karma instantané, brutal et absolument délicieux. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour partager ce récit qui, je l'espère, vous donnera la force de ne jamais vous laisser faire. Avant de plonger dans les détails sordides de ce drame qui a secoué notre famille à Limoges, j'aimerais savoir dès où vous m'écoutez aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en France, au Canada, en Belgique ou ailleurs? Dites-moi dans les commentaires votre ville et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore lire vos messages et voir à quel point notre communauté est grande et solidaire. Je m'appelle Morgane. J'ai 38 ans et je suis infirmière libérale. Mon quotidien, c'est de courir d'une maison à l'autre, de soigner des plaies, d'écouter les douleurs des gens et d'essayer d'apporter un peu de douceur dans des vies souvent difficiles. C'est un métier dur, qui demande de l'humilité et une patience infinie. Des qualités que mes parents, Hervé et Nadine, n'ont jamais possédées. Eux, ils vivent dans un monde des apparences, un monde où la valeur d'une personne se mesure à la marque de sa voiture ou à la taille de sa maison. J est une fille unique, Lou. Elle a 11 ans. Lou est ma raison de vivre. C'est une enfant calme, observatrice, avec une sensibilité à fleur de peau. Très tôt, elle a eu du mal à trouver sa place dans ce monde bruyant. Et puis, un jour, elle a rencontré la musique. Dès qu'elle a posé ses mains sur un violoncelle, quelque chose de magique s'est produit. C'était comme si elle avait trouvé sa voix, une langue qu'elle parlait couramment sans jamais l'avoir apprise. Dans notre famille, il y a une légende. Un violoncelle Gant et Bernardel, fabriqué à Paris à la fin du XIXe siècle. C'est un instrument d'une beauté époustouflante, avec un vernis rouge profond qui semble capturer la lumière. Il appartenait à ma grand-mère paternelle, Mamie Yvette. Mamie Yvette a 84 ans aujourd'hui. C'est une femme de fer, une ancienne institutrice qui a traversé les épreuves de la vie avec la tête haute et le dos droit. Elle vit désormais dans une résidence pour seniors, les Chênes, non loin de chez nous, car sa santé ne lui permet plus de vivre seule dans sa grande demeure. Quand Lou a montré des aptitudes exceptionnelles pour la musique, Mamie Yvette a fait un geste qui nous a toutes bouleversées. Elle a décidé de prêter son violoncelle à Lou. Je me souviens encore de ce dimanche après-midi pluvieux. Mamie avait les larmes aux yeux en voyant les petits doigts de Lou caresser le bois verni. Elle avait dit d'une voix tremblante que cet instrument avait besoin d'être joué pour rester vivant, et que Lou était l'élu. Cependant, il y avait un problème logistique majeur. Le violoncelle était extrêmement précieux et fragile. Comme je vis dans un petit appartement en centre-ville, mal isolé et humide, Mamie avait insisté pour que l'instrument reste stocké dans la salle de musique insonorisée et climatisée de sa grande maison familiale. Cette maison, c'est celle où mes parents, Hervé et Nadine, habitent actuellement. Ils l'occupent depuis 20 ans, depuis que Mamie a commencé à se sentir trop seule dans ses grands murs. Et c'est là que le drame prend racine. Mes parents sont des retraités qui vivent bien au-dessus de leurs moyens. Mon père, ancien cadre moyen à la poste, et ma mère, qui n'a jamais vraiment travaillé par choix, adorent jouer aux bourgeois. Mais leur véritable obsession, c'est ma sœur aînée, Christelle. Christelle, 42 ans, est l'archétype de l'enfant roi qui n'a jamais grandi. Elle est égoïste, manipulatrice et perpétuellement insatisfaite. Elle a 2 enfants, Ben et Olivia, qu'elle élève dans le culte de l'enfant roi, tout comme elle. Christelle a toujours été jalouse de moi, et plus encore de la relation spéciale que j'y avais avec Mamie. Pour mes parents, Christelle est une victime incomprise, une artiste maudite qui mérite tout sans rien faire. Pour moi, c'est un parasite qui a drainé les finances et l'énergie de la famille depuis toujours. Chaque semaine, je conduisais Lou chez mes parents pour qu'elle puisse pratiquer sur le grand violoncelle. C'était notre rituel sacré. Lou s'enfermait dans la salle de musique, et pendant 2 heures, la maison résonnait de mélodies sublimes. Mes parents toléraient sa présence, mais ils ne l'écoutaient jamais vraiment. Pour eux, la musique classique était un bruit de fond, quelque chose de vieillot et d'ennuyeux.
Ils préféraient passer leur temps à feuilleter des magazines de décoration ou à planifier des voyages qu'ils ne pouvaient pas se payer. La semaine dernière, l'atmosphère était particulièrement tendue. Christelle avait fait un scandale monumental lors du repas dominical. Elle voulait absolument une piscine creusée pour ses enfants. Elle hurlait que ses enfants s'ennuyaient l'été, que tous leurs amis avaient des piscines et que c'était une honte qu'Hélène n'en ait pas. Mes parents avaient soupiré, expliquant qu'Hélène n'avait pas les 60 000 € nécessaires pour un tel projet, sans compter les aménagements paysagers. Je pensais que la discussion était close, comme tant des autres caprices de Christelle qui finissaient aux oubliettes. Je n'avais aucune idée de la noirceur qui habitait le cœur de ma propre famille. Je ne savais pas que leur désir maladif de satisfaire Christelle allait les pousser à commettre l'irréparable. Je continuais ma vie, mes tournées de patients, mes factures, sans me douter que le sol allait se dérober sous mes pieds de la manière la plus cruelle possible. Ce mardi-là, le ciel était bas et gris sur Limoges. Une pluie fine et pénétrante tombait sans discontinuer. J'y ai récupéré Lou à la sortie du collège. Elle était excitée et nerveuse car elle préparait une audition très importante pour entrer au conservatoire régional. Elle m'a dit dans la voiture qu'elle maîtrisait enfin le passage difficile du concerto des Elgar. Nous avons roulé vers la maison de mes parents, impatientes d'entendre le son profond et chaleureux du violoncelle. Mais en arrivant dans l'allée de gravier, j'y ai senti une boule se former dans mon estomac. Il y avait des camions blancs garés devant le garage. Des bruits de machines lourdes. Et surtout, cette odeur âcre de terre retournée et de béton frais qui flottait dans l'air humide. Quelque chose n'allait pas. Mon instinct me criait de faire demi-tour, mais je devais savoir. Je me suis garé précipitamment, manquant d'écraser un tas de gravats qui n'était pas là 3 jours plus tôt. Je suis sorti de la voiture, suivi de Lou qui serrait son classeur de partition contre sa poitrine comme une protection dérisoire. Nous avons contourné la maison pour accéder au jardin arrière. Le spectacle qui s'offrait à nous était désolant. Le jardin, qui avait été autrefois la fierté de mamie Yvette avec ses rosiers anciens, ses hortensias bleues et ses allées soignées, ressemblait à un champ de bataille après un bombardement. Une énorme pelleteuse jaune trônait au milieu de la pelouse défoncée. Un trou béant, aux contours irréguliers et boueux, avait englouti les parterres de fleurs que mamie avait mis des décennies à cultiver. Lou a poussé un petit cri. « C'est quoi ça, maman » a-t-elle demandé, sa voix tremblant de peur. « Je ne sais pas, chérie, ai-je répondu, tentant de masquer ma propre inquiétude. Nous sommes entrés dans la maison par la porte-fenêtre de la cuisine qui était restée ouverte. À l'intérieur, c'était le chaos. Des ouvriers traversaient le salon avec des bottes pleines de boue, sans aucune considération pour le parquet. Mais ce qui m'a frappé le plus violemment, c'est l'attitude de ma mère, Nadine. Elle était debout au milieu du salon, un verre de vin blanc à la main, vêtue d'une tenue de sport neuve alors qu'elle ne fait jamais de sport. Elle donnait des directives à un homme en bleu de travail, pointant du doigt les murs comme une reine donnant des ordres à ses sujets. Elle riait. Un rire fort, artificiel, qui résonnait étrangement dans cette maison sens dessus-dessous. « Ah, Morgane. Tu tombes bien. » s'est-elle exclamée en me voyant, comme si nous venions prendre le thé un dimanche après-midi. « Regarde un peu à l'avancement. Les travaux ont commencé ce matin à l'aube. Christelle est aux anges, elle est partie acheter des maillots de bain pour les petits. » Je l'ai ignoré, mon cœur battant la chamade. J'y ai foncé droit vers le couloir du fond, là où se trouvait la salle de musique. J'y avais un mauvais pressentiment. Un pressentiment viscéral, de ceux qui vous donnent la nausée et vous glacent les veines. J'y ai ouvert la porte de la salle de musique. Et là, le temps s'est arrêté. Le monde a cessé de tourner. La pièce était vide. Non, pas simplement vide. Elle était dépouillée, violée. Le tapis persan, sur lequel Lou posait ses pieds, avait disparu. Les vieux fauteuils en velours rouge de mamie n'étaient plus là. Les étagères où reposaient les partitions anciennes étaient nues. Mais surtout, le coin sacré où trônait majestueusement le violoncelle sur son support en bois de rose, était désert. Il ne restait rien. Pas même l'étui rigide. Pas même le stand. Juste 4 petites marques circulaires plus claires sur le parquet, témoin silencieux de l'endroit où le support avait reposé pendant des décennies. Où est-il ? Ai-je murmuré, ma voix étranglée par la panique. Lou s'est glissé sous mon bras et a regardé la pièce vide. Ses yeux se sont remplis de larmes instantanément. Maman ?
Où est mon violoncelle? Je me suis retournée, furieuse, une colère noire montant en moi comme une vague scélérate. Mes parents venaient d'arriver dans le couloir. Mon père, Hervé, essuyait ses lunettes avec un air faussement détaché, évitant soigneusement mon regard. Ma mère sirotait son vin, un sourire agacé sur les lèvres. Christelle venait de rentrer, des sacs de shopping plein les bras, un sourire suffisant aux lèvres. Où est le violoncelle de mamie? Ai-je hurlé. Ma voix a fait sursauter les ouvriers dans la pièce d'à côté et a fait vibrer les vitres. Oh, arrête de crier comme une hystérique, tu vas nous donner la migraine, a soufflé Christelle en levant les yeux au ciel, posant ses sacs sur une chaise. On a juste fait un peu de ménage. Cette pièce ne servait à rien, c'était un mausolée poussiéreux. Un ménage? J'y ai senti la rage exploser dans ma poitrine. Je ne parle pas du ménage. Je te parle de l'instrument. Où est le gant et Bernardel? Mon père a raclé sa gorge, mal à l'aise. Écoute, Morgane. On a dû faire des choix. La maison a besoin d'entretien, et ta sœur, enfin, les petits avaient vraiment besoin de cet espace extérieur pour s'épanouir. Et puis, soyons honnêtes, un instrument de cette valeur qui prend la poussière ici, c'était ridicule. C'était de l'argent qui dormait. Qui prend la poussière? Lou joue dessus 3 fois par semaine. C'est sa vie. Ai-je crié, les larmes de rage commençant à couler. C'est bon, elle peut jouer sur un autre violon, a coupé ma mère d'un ton sec et méprisant. On en trouve des très bien sur internet pour 200 €. Pas besoin d'un truc des antiquaires pour faire grincer des cordes et casser les oreilles de tout le monde. J'y ai cru que j'y allais m'évanouir. Il parlait d'un chef d'œuvre de lutherie française, d'un morceau des histoires, comme s'il s'agissait d'un vieux meuble en kit bon pour la déchetterie. Vous elle avait vendu? Ai-je demandé, chaque mot pesant une tonne de plomb. Oui, a répondu Christelle avec un aplomb terrifiant, en sortant un bikini fluo de son sac. Et on en a tiré un très bon prix. De quoi payer la piscine, le terrassement, la terrasse en teck, et même le système de chauffage pour l'eau. Les enfants vont pouvoir se baigner toute l'année. C'est quand même plus utile qu'un bout de bois, non? Tu devrais être contente pour nous. Je regardais leur visage. Aucune honte. Aucun remords. Juste une satisfaction cupide et égoïste. Il venait de voler l'avenir musical de ma fille, l'héritage sacré de ma grand-mère, pour construire un bassin de chlore pour les enfants gâtés de ma sœur. Je me suis tournée vers Lou. Elle ne pleurait pas encore à chaudes larmes, elle était en état de choc, pâle comme un linge, tremblant de tous ses membres. C'est à ce moment-là que j'y ai compris qu'il n'y avait plus de famille ici. Il n'y avait que des ennemis. Des gens capables du pire pour leur propre plaisir. Combien? Ai-je demandé froidement, ma voix devenue un murmure dangereux. Combien avez-vous vendu l'âme de cette maison? Ma réponse allait déclencher une guerre dont il n'imaginait même pas l'ampleur, une guerre qui allait les laisser en ruine. 90 000 €, a lâché mon père, presque fièrement, bombant le torse comme s'il venait de réaliser l'affaire du siècle. Un collectionneur privé américain. Payé comptant, virement immédiat sur un compte offshore. Une affaire en or, je te dis. Le gars n'a même pas discuté le prix. 90 000 €. Le chiffre a résonné dans ma tête comme un coup de gong. Ils avaient liquidé un trésor familial inestimable pour le prix d'une berline de luxe, tout ça pour que ma sœur puisse poster des photos en bikini sur les réseaux sociaux. Ils avaient bradé l'histoire de notre famille. Vous êtes malade, ai-je soufflé, le souffle court. C'est du vol pur et simple. Cet instrument ne vous appartient pas. Il est à mamie Yvette. Vous n'aviez aucun droit. Ma mère a éclaté d'un rire nerveux, agitant sa main comme pour chasser une mouche. Oh, s'il te plaît Morgane, grandis un peu. Mamie est à l'EHPAD. Elle a 84 ans. Elle perd la tête. Elle ne se souviendra même plus qu'elle avait ce vieux violoncelle. Et puis, soyons réalistes, tout ça nous reviendra un jour de toute façon quand elle passera à l'arme à gauche. On a juste anticipé l'héritage. C'est une avance sur succession, voilà tout. Anticiper l'héritage. L'expression était d'une vulgarité sans nom. Ils pillaient le patrimoine d'une femme encore vivante, leur propre mère et grand-mère, comme des vautours attendant que la bête soit morte.
C'est là que je me tourne vers vous, chers auditeurs. Mettez-vous à ma place un instant. Imaginez que vos propres parents vendent ce que vous avez de plus précieux, est l'héritage de votre enfant, pour satisfaire le caprice de votre frère ou sœur. Que feriez-vous? Hurleriez-vous de rage? Appelleriez-vous la police sur le champ? Dites-moi dans les commentaires quelle serait votre réaction face à une telle trahison. J'ai besoin de savoir si c'est moi qui suis folle ou si ce sont eux les monstres. Christelle s'est avancée vers Lou, qui tremblait maintenant de tout son corps, les larmes roulant silencieusement sur ses joues pâles. Allez, arrête de faire ta victime, Lou. Tati t'achètera une bouée licorne géante pour la piscine. Tu verras, tu t'amuseras bien plus qu'avec ton vieux violon triste. La musique, ça ne sert à rien dans la vie, il faut savoir profiter. Lou a reculé, se collant contre moi. C'était le cadeau de mamie. Elle m'avait dit de le protéger. C'était son âme. Mamie est vieille, a coupé Christelle sèchement, son visage se durcissant. Aidez ailleurs, pour que la vente se fasse vite et sans paperasse inutile, j'ai dû dire au vendeur que la propriétaire était décédée. Donc, pas un mot à personne, compris? Si vous ouvrez la bouche, vous allez nous créer des ennuis juridiques pour rien et gâcher le plaisir de tout le monde. J'y senti mon sang se glacer dans mes veines. Non seulement ils avaient volé à l'instrument, mais ils avaient tué ma grand-mère symboliquement pour faciliter la transaction frauduleuse. C'était de la fraude. C'était monstrueux. C'était criminel. Vous êtes ignoble, ai-je dit, ma voix tremblante de rage contenue, mes poings serrés si fort que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Vous ne verrez plus jamais Lou. Et croyez-moi, mamie va le savoir. Je vais tout lui raconter dès aujourd'hui. Mon père a soudainement changé de ton. Son arrogance a disparu pour laisser place à une menace sourde. Il s'est approché de moi, son visage rougeau à quelques centimètres du mien. Tu ne diras rien à ta grand-mère, Morgane. Si tu la contraries avec ses histoires, son cœur pourrait lâcher. Elle est fragile. Tu veux être responsable de sa mort? C'est ça que tu veux? Tu es ta grand-mère? Le chantage émotionnel. Leur arme favorite depuis toujours. Ils utilisaient la fragilité supposée de mamie pour couvrir leurs crimes abjects. Ils pensaient me tenir par la culpabilité. Ils pensaient que je serais la gentille fille qui se tait pour préserver la paix des familles, comme je l'avais toujours fait. J'y ai pris la main de Lou. Je l'ai serré fort pour lui transmettre un peu de ma force. Viens, ma chérie. On s'en va. Cet endroit pue la pourriture et le mensonge. C'est ça, fuyez. A crié ma mère alors que nous sortions, son verre de vin à la main. Et ne comptez pas venir vous baigner cet été si c'est pour faire la gueule. On n'a pas besoin des ondes négatives ici. Nous sommes remontés dans la voiture. Lou a éclaté en sanglots, des pleurs déchirants, profonds, qui me brisaient le cœur en 1000 morceaux. J'y ai démarré en trombe, les pneus crissant sur les graviers, laissant derrière moi la maison de mon enfance, qui n'était plus qu'un chantier de vanité et de mensonges. Je conduisais sans savoir vraiment où aller, les larmes brouillant ma vue, la pluie battant contre le pare-brise comme pour accompagner notre détresse. Mais une pensée claire a émergé du chaos de mon esprit. Il pensait que mamie était une vieille dame sénile qu'on pouvait dépouiller impunément. Ils pensaient que j'étais faible et soumise. Ils avaient tort. Mamie Yvette avait peut-être 84 ans, mais elle avait toute sa tête. Elle était plus vive d'esprit que tous réunis. Et surtout, elle avait un sens de la justice impitoyable. Je n'allais pas me taire. J'y allais tout lui dire. Et peu importe si cela devait déclencher l'apocalypse familiale. J'y ai tourné le volant direction la résidence Les Chênes. Mais je ne savais pas encore que ce que j'y allais découvrir là-bas allait transformer ma tristesse en une arme de destruction massive pour mes parents. J'y allais trouver une alliée inattendue. Le trajet jusqu'à la maison de retraite s'est fait dans un silence lourd, seulement brisé par les reniflements de Lou et le bruit des essuie-glaces. Je tentais de formuler les phrases dans ma tête. Comment annoncer à sa grand-mère que son propre fils l'a volé? Comment lui dire qu'on l'a déclarée morte pour vendre son bien le plus précieux? C'était une mission cruelle, mais nécessaire. En arrivant à l'accueil de la résidence Les Chênes, l'odeur familière de cire des abeilles et de fleurs séchées m'a accueilli. J'y ai essayé de rendre Lou présentable, essuyant ses joues humides avec un mouchoir et arrangeant ses cheveux emmêlés. Écoute-moi,
Lou. Mamie est forte. On va lui dire la vérité. On ne mentira pas, même si ça fait mal. La vérité est notre seule arme. Nous nous sommes dirigés vers la chambre 302. La porte était entr'ouverte, laissant échapper une lumière douce. J est frappé doucement contre le bois. Entrez. A lancé la voix claire et ferme de Mamie Yvette. En entrant, J eut une surprise de taille. Mamie n'était pas seule. Assise dans le fauteuil visiteur, une tasse de thé à la main, il y avait tante Colette. Colette est la sœur cadette de mon père. Est l'opposé absolu de lui. Elle est petite, vive, directe, honnête, et elle n'a jamais supporté le snobisme de mon père et de ma mère. Elle vit à Bordeaux et ne vient pas souvent à Limoges. Sa présence ici, aujourd'hui, était un signe du destin. Morgane. Lou. S'est exclamée Mamie en posant son livre sur ses genoux. Mais son sourire s'est effacé instantanément en voyant le visage dévasté de Lou, ses yeux rouges et gonflés. Mon Dieu, que est-ce qu'il se passe? Pourquoi cette enfant pleure-t-elle comme une madeleine? Qui lui a fait du mal? Lou s'est précipitée dans les bras de son arrière-grand-mère, enfouissant son visage dans son gilet en laine qui sentait bon la lavande et la poudre de riz. Mamie, a-t-elle sangloté, incapable de parler. Le violoncelle, ils l'ont pris. Ils l'ont vendu. J ai vu le regard de Mamie Yvette se durcir instantanément. Une lueur d'acier a traversé ses yeux bleus délavés. Elle a levé les yeux vers moi, exigeant une explication silencieuse. Explique-toi, Morgane. Qui a pris quoi? Et pourquoi Lou est dans cet état? J'y ai pris une grande inspiration pour calmer mes tremblements. Et j'y ai tout déballé. J'y ai raconté la piscine creusée dans le jardin. Le trou béant. La salle de musique vide. Les 90 000 €. Le mensonge sur sa mort pour l'acte de vente. Les moqueries cruelles de Christelle sur le talent de Lou. Je n'ai rien omis, aucun détail sordide. Pendant mon récit, je m'attendais à voir Mamie s'effondrer, pleurer, ou faire un malaise comme mon père l'avait prédit. J'y avais peur pour son cœur. Mais c'est tante Colette qui a réagi la première. Elle s'est levée brusquement, renversant presque sa tasse de thé, le visage rouge de colère. Les salauds! A-t-elle juré, oubliant sa politesse habituelle. Hervé a toujours été un égoïste fini, mais là, est criminel. Et Nadine qui le pousse. Je savais qu'il manigançait quelque chose de louche. Colette s'est tournée vers Mamie, les mains sur les hanches. Maman, tu sais ce qu'ils m'ont demandé la semaine dernière au téléphone? Ils m'ont appelé pour savoir si tu avais toujours ta parure de saphir et de diamant dans ton coffre à la banque. Ils m'ont dit qu'ils voulaient la faire estimer pour l'assurance. Je parie tout ce que j'ai et qu'ils l'ont vendu aussi. Ils sont en train de te dépouiller pièce par pièce. Un silence glacial est tombé dans la pièce, lourd et oppressant. Mamie Yvette n'a pas bougé. Elle caressait doucement les cheveux de Lou, un geste machinal et apaisant. Son visage était impassible, comme sculpté dans le marbre, mais ses yeux brillaient d'une lueur froide, calculatrice, une lueur que je ne lui avais jamais vue auparavant. C'était le regard d'une stratège avant la bataille. Ils ont vendu mon gant et Bernardelle pour faire une pataugeoire, a-t-elle dit calmement. Ce n'était pas une question. C'était un constat, froid et définitif. Oui, mamie, ai-je répondu, la gorge serrée. Ils ont dit que c'était pour anticiper l'héritage. Mamie a doucement repoussé Lou pour la regarder droit dans les yeux. Lou, ma chérie. Sèche tes larmes immédiatement. Le violoncelle est un objet magnifique, c'est vrai, mais ce n'est qu'un objet en bois. Ce qu'ils ont cassé, c'est bien plus grave que du bois. Ils ont brisé la confiance. Ils ont brisé le respect. Elle s'est tournée vers sa table de chevet et a pris son téléphone portable avec une détermination effrayante. Elle a composé un numéro de mémoire, ses doigts tapant fermement sur les touches. Elle n'a pas appelé mes parents pour crier ou pour pleurer. Elle n'a pas appelé la police tout de suite. Allô? Maître Leroux? Oui, c'est Yvette. Bonjour cher maître. J'ai besoin de vous voir des urgences. Oui, dès demain matin si possible. C'est à propos de la succession. Et du titre de propriété de la maison de L avenue des Tilleuls.
Oui, celle où vit mon fils Hervé. Il y a eu un changement de situation majeur. Une trahison impardonnable. Elle a raccroché et nous a regardés avec un petit sourire en coin qui me donnait des frissons dans le dos. C'était un sourire de prédatrice. Écoutez-moi bien toutes les deux, a dit mamie d'une voix basse. Vous n'allez rien dire. Vous allez rentrer chez vous. Morgane, si tes parents t'appellent, tu restes poli. Tu ne leur dis pas que je sais. Laisse-les croire qu'ils ont gagné. Laisse-les finir leur piscine. Laisse-les dépenser chaque centime. Pourquoi, mamie? A demandé Lou, confuse, reniflant encore. Parce que, ma petite, a répondu mamie en lissant les plis de sa jupe, quand on veut piéger des rats, on ne crie pas. On attend qu'ils soient bien gras, bien installés et qu'ils se sentent en sécurité avant de refermer la cage sur eux. Je ne savais pas exactement ce qu'elle préparait, mais pour la première fois de la journée, j'y ai senti un poids s'envoler de mes épaules. La guerre était déclarée, et le général en chef venait de prendre les commandes. La vengeance allait être terrible. Les 6 semaines qui ont suivi ont été une véritable torture psychologique pour moi. J'y ai dû puiser dans des réserves de patience et de comédie que je ne soupçonnais pas posséder. Selon les ordres stricts de mamie, nous avons coupé les ponts au maximum sans faire d'esclandre. Je ne répondais plus aux appels incessants de ma mère que par des SMS brefs, prétextant une surcharge de travail au cabinet ou des gardes supplémentaires. Pendant ce temps, grâce aux réseaux sociaux, j'y avais un siège au premier rang pour assister au spectacle grotesque de leur indécence. Christelle postait quotidiennement sur Facebook et Instagram, documentant chaque étape des travaux comme si elle construisait le château de Versailles. Semaine 1, les travaux avancent. Trop hâte. Avec une photo de la pelleteuse détruisant les rosiers. Semaine 3, choix du carrelage bleu lagon importé des Italie. Ça va être le paradis sur terre. Des émoticônes de soleil et de cocktails partout. Semaine 5, photo de la mise en eau avec la légende, on elle a bien mérité après tant d'efforts. Hashtag famille heureuse, hashtag luxe, hashtag success life. Chaque photo, chaque commentaire hypocrite de leurs amis, était comme un coup de poignard dans mon cœur. Je voyais l'argent de Lou, l'histoire de notre famille, transformée en litres d'eau chlorée, en skimmers en plastique et en dalles antidérapantes hors de prix. Lou avait arrêté de jouer. Sans son instrument, elle se sentait amputée d'une partie d'elle-même. Je lui avais loué un violon des études correctes, mais le cœur n'y était plus. Elle passait ses soirées dans sa chambre, silencieuse, fixant le vide. De son côté, mamie Yvette était étrangement calme, d'un calme olympien qui contrastait avec ma rage intérieure. Je savais qu'elle voyait Maître Leroux, son notaire et avocat de longue date, plusieurs fois par semaine. Tante Colette faisait l'intermédiaire secret, elle m'envoyant des messages cryptés. Tout est prêt, elle m'avait-elle envoyé par SMS un soir tard. Le dossier est complet. Tiens bon. Et puis, l'invitation est arrivée. Un carton des invitations virtuelles envoyé par email, criard, avec des gifs animés de palmiers et de verres de cocktail. Grande inauguration de la piscine. Barbecue géant, champagne à flot et baignade nocturne. Venez célébrer, elle était chez Nadine et Hervé. Dimanche 14h. Tenue décontractée, chic exigée. L'audace était stupéfiante. Ils nous invitaient à célébrer leur vol. Ils nous invitaient à nager dans le fruit de leur crime. Ma mère m'a laissé un message vocal, d'une voix mielleuse et condescendante qui me donnait la nausée. Allez Morgane, ne fais pas l'enfant. Viens avec Lou. Elle a besoin de se changer les idées, elle est trop renfermée. Elle pourra jouer avec ses cousins dans Halo, ça lui fera du bien. Oublions cette histoire de vieux violon et passons à autre chose. On est une famille, après tout. J'y ai failli jeter mon téléphone contre le mur de la cuisine. Je voulais hurler, aller là-bas et tout casser à coups de masse. Mais la voix de mamie résonnait dans ma tête, attends qu'il soit bien installé. Attends le bon moment. J'y ai appelé mamie, les mains tremblantes. Ils nous ont invités dimanche pour l'inauguration, ai-je dit, la voix étranglée. Parfait, a répondu mamie immédiatement. Sa voix était tranchante comme une lame de rasoir fraîchement aiguisée. Accepte. Dis-leur que tu viendras. Dis-leur que tout est pardonné, que tu as réfléchi et qu'ils avaient raison. Tu es sûr? Je ne sais pas si je pourrais tenir sans leur sauter à la gorge devant tout le monde. Tu tiendras, Morgane.
Fais-le pour Lou. Et fais-le parce que je viendrai aussi. J ai failli lâcher le téléphone de surprise. Tu viens à la fête? Toi? Oh oui. Je ne raterai ça pour rien au monde. Colette viendra me chercher avec une voiture adaptée. Dis à tes parents que je me sens un peu fatiguée mais que je ferai un effort surhumain pour voir mes arrière-petits-enfants nager dans leur belle piscine. Endors leur méfiance. Fais-leur croire que je suis une vieille dame inoffensive. J'y ai fait ce qu'elle a demandé, la mort dans l'âme. J'y ai envoyé un SMS à ma mère, ok, on sera là. Lou a hâte de voir la piscine. Mamie viendra aussi, elle va mieux et veut voir le résultat des travaux. La réponse de ma mère a été immédiate, ponctuée de cœur, super. Je savais que tu retrouverais la raison. Mamie sera contente de voir comme on a embelli la maison et valorisé le patrimoine. À dimanche. L'ironie était à son comble. Ils pensaient que la présence de mamie était une validation de leurs actes, une bénédiction tacite. Ils pensaient qu'elle était trop diminuée pour comprendre d'où venait l'argent, ou qu'elle avait oublié l'existence du violoncelle. Ils s'imaginaient déjà parader devant elle, montrant leur réussite sociale factice. Le dimanche matin, J ai habillé Lou avec sa plus jolie robe d'été bleue. Aujourd'hui, c'est le grand jour, lui ai-je dit en lui brossant les cheveux. Aie confiance en mamie. Elle a un plan. Nous sommes montés dans la voiture. Le soleil brillait, un temps parfait pour une fête au bord de la piscine, un ciel bleu sans nuages. Mais en roulant vers la maison, je ne pensais pas à la baignade. Je pensais à l'exécution publique qui allait avoir lieu. Je ne savais pas exactement quelle arme mamie allait utiliser, mais je savais une chose, le champagne de mes parents allait avoir un goût très amer, un goût de cendre, avant la fin de la journée. Nous sommes arrivés. La musique boum boum résonnait déjà dans la rue. Les rires fusaient. Je suis descendu de voiture, J ai pris la main moite de ma fille, et nous sommes entrés dans la fosse aux lions, le sourire aux lèvres et la vengeance au cœur. Le jardin était méconnaissable. Là où il y avait autrefois des parterres de fleurs sauvages, des buissons de lavande et un vieux cerisier sous lequel je lisais enfant, elle s'étendait maintenant une immense piscine aux eaux turquoises artificielles, entourée d'une terrasse en bois exotique flambant neuve qui sentait encore l'huile de teck. C'était beau, objectivement, d'une beauté de magazine glacé. Mais pour moi, c'était hideux. Chaque planche de bois, chaque litre d'eau, chaque joint de carrelage représentait le violoncelle de ma fille. Je voyais le bois du Gant et Bernardel dissous dans ce décor de nouveaux riches. Il y avait du monde. Beaucoup de monde. Mes parents avaient invité tout le voisinage pour frimer, des amis de Christelle aux allures superficielles, et quelques membres de la famille éloignée et ce que j'y appelle les singes volants, ces gens toujours prêts à applaudir la réussite des autres sans jamais se poser de questions sur sa provenance. Ma mère m'a accueilli avec une bise sonore et hypocrite, me laissant une trace de rouge à lèvres sur la joue. Ah, vous voilà. Regardez ça. C'est pas magnifique? On se croirait à Saint-Tropez. Elle portait un cafetan coloré à paillettes et tenait une coupe de champagne bon marché à la main. Mon père était près du barbecue géant en inox rutilant, en train de faire griller des saucisses et des brochettes. Il portait un tablier humoristique ridicule. Christelle était allongée sur un transat double, lunettes de soleil de marque sur le nez, sirotant un cocktail, tandis que ses enfants hurlaient et s'éclaboussaient dans Hello avec une violence joyeuse. « Allez Lou, va te mettre en maillot !» a lancé Christelle sans même se lever, dès un ton traînant. « Hello est à 28 degrés, c'est pas comme ta douche chez toi. » Lou a secoué la tête et s'accrochant à ma main comme à une bouée de sauvetage. « Non, merci tata. Je ne veux pas me baigner. » Rabat-joie comme ta mère, a marmonné Christelle assez fort pour que je l'entende, déclenchant les rires de ses copines allongées à côté d'elle. L'ambiance était surréaliste. Les gens me félicitaient pour la belle installation de mes parents. Une cousine éloignée m'a dit, c'est génial qu'ils profitent de leur retraite, hein? Ils ont bien raison de se faire plaisir après une vie de labeur. J'y ai dû mordre ma langue jusqu'au sang pour ne pas hurler, ils se font plaisir avec l'argent volé à une enfant de 11 ans. Ils n'ont rien travaillé du tout pour ça. Mais le pire était à venir. Vers 15 heures, alors que le soleil était au zénith et que tout le monde avait un verre à la main, Christelle s'est levée. Elle a tapoté sur son verre avec une cuillère pour demander le silence, imitant les manières des grands mondains. Un peu d'attention tout le monde.
a-t-elle crié, son visage rouge d'alcool et de satisfaction. Je voulais porter un toast à mes parents formidables, Hervé et Nadine, qui nous offrent ce paradis aujourd'hui. Et aussi, je voulais faire une petite dédicace spéciale à ma nièce Lou, qui est là-bas dans son coin. Je me suis raidie. Tous les muscles de mon corps se sont tendus. Que est-ce qu'elle préparait encore? Christelle a sorti son téléphone, connecté à l'enceinte Bluetooth géante au bord de la piscine. On sait tous que Lou est soi-disant musicienne. Alors pour mettre l'ambiance et montrer ses talents, j'y ai retrouvé un vieil enregistrement d'elle quand elle débutait. C'est trop mignon, vous allez voir. Et là, dans tout le jardin, à un volume assourdissant, a résonné un son affreux. C'était un enregistrement vieux de 5 ans, quand Lou avait 6 ans et apprenait à peine à tenir l'archet. Des crissements, des fausses notes, des sons stridents et hésitants. C'était le son d'un apprentissage, pas de la musique. Christelle et ses amis ont éclaté de rire, se tenant les côtes. Tu vois Lou, a gloussé Christelle dans le micro improvisé, c'est pour ça qu'on a vendu le violoncelle. Franchement, la piscine fait un bruit beaucoup plus agréable que tes grincements, non? On a rendu service à l'humanité. Lou est devenue écarlate. Les larmes ont jailli de ses yeux. Elle a caché son visage dans ses mains. C'était de la cruauté pure, gratuite. Une humiliation publique calculée pour nous remettre à notre place, pour nous dire « Nous avons gagné, vous n'êtes rien, votre art ne vaut rien face à notre argent ». J'y ai senti une rage noire m'envahir, une rage meurtrière. J'y ai fait un pas vers Christelle, prête à la pousser tout habillée dans cette maudite piscine, prête à lui faire boire la tasse jusqu'à ce qu'elle s'excuse. Je voulais l'attraper par les cheveux. Pimpon. Pimpon. Le son strident d'une sirène a coupé net la musique et les rires gras. Tout le monde s'est figé. Les têtes se sont tournées vers le grand portail en fer forgé. Ce n'était pas la police. C'était une ambulance privée, blanche et jaune, suivie d'une berline noire très luxueuse aux vitres teintées. Le portail s'est ouvert lentement. L'ambulance s'est garée dans l'allée. Le chauffeur est descendu pour ouvrir les portes arrière et déployer une rampe d'accès. Tante Colette est sortie la première, le visage fermé, solennel, vêtue d'un tailleur sombre. Puis, elle a aidé Mamie Yvette à descendre dans son fauteuil roulant électrique. Mamie était impeccable. Elle avait sorti le grand jeu. Elle portait son tailleur Chanel vintage en tweed rose pâle, ses perles véritables autour du cou, et ses grandes lunettes noires de star. Elle ne ressemblait pas à une vieille dame fragile de maison de retraite. Elle ressemblait à une reine venant inspecter ses sujets déloyaux avant de prononcer la sentence. De la berline noire est sorti un homme grand, en costume gris impeccable, portant une mallette en cuir épais. C'était Maître Leroux, le notaire, l'homme de loi le plus redouté de la ville pour sa rigueur. Le silence dans le jardin était total, absolu. On n'entendait plus que le bruit du moteur du filtre de la piscine. Mes parents ont blêmi, leur bronzage disparaissant sous une couche de pâleur mortelle. Christelle a baissé ses lunettes de soleil, inquiète, son sourire s'effaçant. « Maman ?» a balbutié mon père en s'essuyant les mains grasses sur son tablier, et s'avançant maladroitement. « Qu'est-ce que tu fais là avec Maître Leroux ?» Ce n'est pas le moment. Mamie Yvette a ignoré sa question. Elle a fait signe à Colette de pousser son fauteuil jusqu'au bord de la terrasse en bois, juste devant la piscine. Elle a regardé elle au bleu, puis elle a regardé mon père, puis ma mère, scrutant chaque détail de leur trahison. Elle a retiré ses lunettes de soleil lentement. Son regard était d'une froideur polaire, capable de geler l'eau de la piscine. « Je suis venue voir mes investissements », a-t-elle dit d'une voix calme, posée, mais qui portait jusqu'au fond du jardin. « Tes investissements ?» a demandé ma mère, la voix tremblante, reculant d'un pas. Maître Leroux s'est avancé. Il a posé sa mallette sur la table du buffet, écartant négligemment un plat de chips et de guacamole. Le bruit des claps des ouvertures de la mallette a résonné comme 2 coups de feu. Il a ouvert la mallette et en a sorti un dossier bleu épais, rempli de papiers officiels. « Mesdames, messieurs », a commencé l'avocat d'une voix de stentor. « La fête est terminée. Veuillez éteindre la musique et rassembler vos affaires. Nous avons des affaires urgentes à régler. » L'atmosphère avait changé du tout au tout. L'air festif et léger s'était évaporé, remplacé par une tension électrique, lourde de menaces. Les invités, sentant le malaise grandir, commençaient à reculer discrètement vers la sortie,
récupérant leur sac à main, mais beaucoup restaient, trop curieux d'assister au drame familial qui se jouait sous leurs yeux. Mon père a tenté de reprendre le contrôle de la situation, essayant de sauver la face devant ses voisins. Maître Leroux, c'est une réunion de famille ici, une fête privée. Nous n'avons pas besoin des avocats aujourd'hui. Maman, on peut parler à l'intérieur? On va t'expliquer. Non, a tranché mamie, sa voix claquant comme un fouet. On va parler ici. Maintenant. Devant tout le monde. Devant la piscine que vous avez achetée avec mon argent volé. Ton argent? A ricané Christelle, essayant de retrouver son arrogance habituelle, bien que sa voix tremble légèrement. C'était un vieux violon qui traînait dans le noir. On l'a vendu, et alors? Tu ne t'en servais pas, il pourrissait. On a fait de la place. Maître Leroux a ouvert le dossier bleu et a sorti une feuille. Mademoiselle, a-t-il dit en s'adressant à Christelle avec un mépris poli, l'ignorance de la loi ne vous excuse pas, et la bêtise encore moins. Le violoncelle Gand et Bernardel de 1890 n'était pas un vieux violon. Il était répertorié dans l'inventaire de la succession de feu mon mari, et placé dans une fiducie familiale, un trust, dont Madame Yvette est elle unique bénéficiaire et gestionnaire. En le vendant sans son accord écrit, vous avez commis un vol qualifié en bande organisée, ainsi qu'un abus de faiblesse sur personne vulnérable, puisque vous avez profité de l'hospitalisation de Madame pour agir en douce. Un murmure choqué a parcouru la foule des invités. Mes parents étaient devenus grisâtres, comme s'ils allaient vomir. De plus, a continué l'avocat impitoyable, J est contacté l'acheteur aux États-Unis. Il a été très coopératif quand je lui ai expliqué qu'il avait acheté un bien volé fiché par Interpol. Il nous a fourni l'acte de vente par fax ce matin. Vous avez imité la signature de votre mère, Madame Nadine. C'est du faux et usage de faux, passible de prison ferme. Ma mère a lâché sa coupe de champagne qui s'est brisée sur la terrasse en teck avec un bruit cristallin. Je pensais que c'était pour la famille. Et pour votre information, a ajouté mamie, sa voix cinglante, ce violoncelle n'a pas été vendu à son prix. Vous l'avez bradé à 90 000 € comme des amateurs. Sa dernière estimation, faite il y a 6 mois pour l'assurance, était de 150 000 €. Vous m'avez fait perdre 60 000 € par pure bêtise et précipitation. Vous êtes non seulement des voleurs, mais des incompétents. Hervé, mon père, transpirait à grosses gouttes, sa chemise collant à son dos. Maman, on te remboursera. On fera un échéancier. On te versera une rente. C'était pour les petits, pour qu'ils aient des souvenirs. La famille? Les souvenirs? Mamie Harry, un son sec, sans joie, effrayant. Tu oses parler de famille après avoir volé l'avenir de ta propre petite filou? Après m'avoir déclarée morte auprès de l'acheteur? Tu aimes à tuer pour une piscine, Hervé. Elle a fait un signe impérieux à l'avocat. Passez au point suivant, maître. Le plus important. Le coup de grâce. Maître Leroux a sorti un autre document du dossier. Un document ancien, jauni, avec un tampon rouge officiel de la conservation des hypothèques. Monsieur et madame, a dit l'avocat en fixant mes parents dans les yeux. Vous occupez cette maison à titre gracieux depuis 20 ans. Madame Yvette, propriétaire légale des lieux, vous a laissé l'usufruit par bonté de cœur pour vous aider à démarrer votre retraite. Cependant, il n'y a jamais eu de donation officielle ni de transfert de propriété. La maison appartient à 100% à Madame Yvette. J'y ai vu les yeux de ma mère s'écarquiller démesurément, comme si elle voyait un fantôme. Mais, c'est notre maison. On y vit. On a fait des travaux. La piscine. Mamie a souri. C'était le sourire que j'y attendais depuis des semaines. Celui du prédateur qui referme ses mâchoires sur sa proie. La piscine? A dit mamie doucement. Ah oui, cette piscine construite sans mon autorisation écrite sur MON terrain, en détruisant MON jardin historique? C'est une dégradation de bien immobilier autrui. C'est une raison suffisante pour rompre tout accord verbal de commodat. Elle s'est penchée en avant sur son fauteuil, ses yeux plantés dans ceux de son fils. Nadine, Hervé. Vous avez volé mon violoncelle pour construire cette horreur. Eh bien, profitez-en bien aujourd'hui. Regardez-la bien. Car cette maison est à moi.
Et je ne veux plus de voleurs, de menteurs et de traîtres chez moi. Elle a prononcé ces 4 mots fatidiques, détachant chaque syllabe pour qu'elle pénètre bien dans leur crâne. Dehors. Vous êtes viré. Le silence a été brisé par le cri hystérique de Christelle. Quoi? Tu ne peux pas faire ça. On a des enfants. On ne va pas à la rue. C'est inhumain. C'est drôle, a répondu mamie avec un calme olympien, vous n'avez pas pensé à l'enfant de Morgane quand vous l'avez dépouillé. Vous n'avez pas pensé à mon humanité quand vous m'avez volé. L'avis des expulsions est dans le dossier. Vous avez 60 jours pour vider les lieux. 60 jours, pas un de plus. Et je veux que vous me remettiez les clés du portail tout de suite. Mes parents étaient pétrifiés, transformés en statues de sel. Ils venaient de réaliser qu'ils avaient joué au poker avec le diable, qu'ils avaient tout misé sur la mort prochaine de la vieille, et qu'ils venaient de tout perdre. La maison, l'argent, la réputation. Tout. Mais mamie, elle n'avait pas encore fini. Le coup de grâce arrivait, et il allait être financier. La scène était apocalyptique pour mes parents. Les invités, comprenant que la fête tournait au règlement de compte judiciaire, elles s'éclipsaient les uns après les autres, gênés, ne laissant derrière eux que des assiettes en carton à moitié pleines et une famille en ruine. Le silence revenait peu à peu, lourd et accusateur. 60 jours? A hurlé mon père, retrouvant soudain l'usage de la parole par la panique. Mais où veux-tu qu'on aille? On ne peut pas trouver un logement en 2 mois avec nos petites retraites. Et nos meubles? Et la piscine? On a mis toutes nos économies là-dedans. La piscine? Mamie a haussé les épaules avec indifférence. Je vais la faire combler dès votre départ. Je remettrai des rosiers et des arbres fruitiers. Je ne veux pas voir cette eau souillée par votre cupidité. Quant à vos meubles, je m'en fiche éperdument. Débrouillez-vous. Louez un box. Vendez-les. Vous avez 90 000 €, non? Ah non, c'est vrai, vous les avez dépensés dans ce trou rempli d'eau. C'est dommage. C'est à ce moment-là que mon père a tenté sa dernière carte, celle du pathétique, celle qui avait toujours marché avec sa mère par le passé. Il a porté la main à sa poitrine, grimaçant de douleur. Oh, mon cœur. Maman, tu vas me tuer? Je fais un malaise. Je ne me sens pas bien. Il a vacillé, essayant de s'appuyer sur le barbecue pour ne pas tomber. Personne n'a bougé. Pas même moi, l'infirmière. Je connaissais trop bien ces comédies pour échapper aux responsabilités. Tante Colette s'est avancée, les bras croisés. Arrête ton cinéma, Hervé. Ton cœur va très bien, le cardiologue a dit le mois dernier que tu avais le cœur d'un jeune homme. C'est ta conscience qui est malade, et ça ne se soigne pas avec des médicaments. Elle s'est tournée vers les rares invités restants, principalement les amis proches de Christelle qui filmaient la scène avec leur téléphone. Vous savez ce qu'ils ont fait des autres, ces gens-là? Ils ont vendu les bijoux de ma mère. Des bagues de fiançailles en or. Des souvenirs de guerre de notre père. Tout ça pour payer les dettes de jeu de Christelle et ses vacances à Ibiza l'année dernière. Ils ont vidé les coffres de famille. Christelle a bondi de son transat. C'est faux. Tante Colette, tu es une menteuse jalouse. Tu as toujours été jalouse de moi parce que j'y étais la préférée. Et les relevés bancaires, a intervenu maître Leroux calmement en sortant une liasse de papier. Et les reçus du mont-de-piété signés de votre main, mademoiselle Christelle. Tout est là, daté et signé. C'est accablant. L'avocat s'est tourné vers mes parents effondrés sur des chaises de jardin. En plus de la procédure civile des expulsions, Madame Yvette porte plainte au pénal pour abus de confiance, vol aggravé et faux et usage de faux. La police a été notifiée ce matin. Une enquête financière est ouverte sur vos comptes. Dès ici là, tous vos avoirs bancaires sont gelés par mesure conservatoire sur ordonnance du juge. Vous ne pouvez plus retirer un centime. Gelés? A couiné ma mère, les yeux exorbités. Mais comment on va faire pour payer le déménagement? Pour manger? C'est votre problème, a répondu mamie, implacable. Vous avez voulu vivre comme des riches avec mon argent. Maintenant, vous allez apprendre à vivre comme des pauvres avec le vôtre. Vous avez voulu jouer, vous avez perdu. Mamie a fait signe au chauffeur. Colette, Morgane, Lou.
On s'en va. Laissez-les avec leur piscine de malheur. L'air est vicié ici. Nous sommes partis, la tête haute, laissant mes parents et ma sœur au milieu de leur jardin dévasté, entourés de leurs mensonges qui s'effondraient comme un château de cartes. J'y ai vu ma mère s'asseoir par terre et pleurer, non pas sur son geste, mais sur son sort. En rentrant dans la voiture climatisée, Lou a pris la main fripée de son arrière-grand-mère. « Mamie, tu vas vraiment les mettre dehors ? Pour de vrai ?» Mamie a soupiré, et j'y ai vu pour la première fois la fatigue immense sur son visage. « Oui, ma puce. Parfois, quand une branche est pourrie et qu'elle menace tout l'arbre, il faut la couper pour sauver l'arbre. Ils ne changeront jamais. Si je leur pardonne aujourd'hui, demain ils vendront la maison avec moi dedans. J'ai le devoir de protéger ce qui reste pour toi et ta mère. » Je pensais que c'était fini. Que la justice avait triomphé et que nous allions avoir la paix. Mais je sous-estimais la méchanceté viscérale de ma sœur. Une bête blessée est dangereuse, et Christelle allait nous le prouver dans les semaines suivantes. Elle préparait une contre-attaque civile, si basse, qu'elle allait me faire douter de mon humanité. Une semaine après la fête, alors que nous commencions à respirer, j'y ai reçu un appel qui a failli me faire perdre la raison. Ce n'étaient pas mes parents. C'étaient les services sociaux. Le téléphone a sonné un mardi matin, alors que je préparais le petit déjeuner pour Lou. Le numéro était masqué. Allô ? Madame Morganel. Ici Madame Bertin, de l'aide sociale à l'enfance, LASE. Mon cœur s'est arrêté de battre. Le temps s'est figé. Un appel de LASE est le cauchemar de tout parent. Bonjour, que est-ce qu'il se passe ? Nous avons reçu un signalement préoccupant très détaillé concernant votre fille, Lou. On nous a signalé que vous exploitiez votre fille. Qu'elle est forcée de jouer de la musique plusieurs heures par jour, jusque tard dans la nuit, pour subvenir à vos besoins financiers. On nous dit qu'elle est privée de nourriture si elle ne performe pas assez bien, et qu'elle subit des violences psychologiques graves et un isolement social. Nous devons ouvrir une enquête et rencontrer l'enfant immédiatement. Je passerai chez vous cet après-midi à 14 heures. J'y étais sous le choc, tremblante, incapable de tenir ma tasse de café. C'était l'œuvre de Christelle et de mes parents. Acculés, ruinés, humiliés, ils avaient décidé de frapper là où ça faisait le plus mal, ma fille. Ils voulaient me faire perdre la garde de Lou pour se venger, pour me détruire. C'était d'une bassesse absolue, d'une cruauté sans nom. J'y ai appelé tante Colette en pleurs, paniquée. Ils ont appelé LASE. Ils disent que je maltraite Lou. Qu'elle est mon esclave. Ils veulent me la prendre. Ne panique pas, Morgane, m'a dit Colette d'une voix ferme. C'est leur chant du cygne. Ils essaient de t'intimider pour que mamie retire sa plainte et arrête l'expulsion. Ils pensent qu'en s'attaquant à Lou, tu vas craquer. Mais on ne va pas craquer. On va les écraser. Prépare tout, les bulletins scolaires, les attestations des profs, tout. L'enquête a été rapide mais éprouvante. L'assistante sociale a inspecté mon appartement, a ouvert les placards, a interrogé Lou seule dans sa chambre pendant 1 heure. 1 heure interminable où j'y ai fait les 100 pas dans le couloir, imaginant le pire. Heureusement, la vérité laisse des traces, tout comme le mensonge. Lou a été courageuse. Elle a raconté la vérité, sa passion pour le violoncelle, le vol de l'instrument par ses grands-parents, la piscine, la méchanceté de sa tante Christelle qui se moquait d'elle. J'y ai fourni le carnet de correspondance de Lou, ses bulletins scolaires excellents. Son professeur de musique du conservatoire a témoigné par téléphone avec passion. Lou est une enfant épanouie, passionnée, douée. Sa mère est son plus grand soutien, elle fait des sacrifices énormes pour elle. Ces accusations sont ridicules et malveillantes. C'est de la vengeance familiale. Non seulement le dossier a été classé sans suite pour moi en 48 heures, mais il s'est retourné violemment contre eux. Le signalement calomnieux est un délit grave. Maître Leroux a ajouté cette pièce au dossier pénal de mes parents. Le juge a été scandalisé par cette tentative de manipulation des services de protection de l'enfance. Leur situation s'est dégradée à une vitesse vertigineuse. Le délai de 60 jours touchait à sa fin. L'acheteur du violoncelle, un homme honnête passionné de musique, a accepté de restituer l'instrument à mamie Yvette contre remboursement intégral, pour éviter d'être accusé de recel de vol. Mais mamie n'a pas sorti un centime de sa poche.
C'est l'argent de la vente forcée de la maison de campagne de mes parents qui a servi à rembourser l'acheteur. Ils ont dû vendre leur seul autre bien pour réparer leurs bêtises. Ils ont tout perdu. La maison de Limoges? Reprise par mamie. Leur résidence secondaire? Vendue pour payer leurs dettes et les frais des avocats. Leur réputation? Détruite dans toute la ville. Tout le monde savait désormais ce qu'ils avaient fait. Le jour de leur départ a été pathétique. J'y suis allée avec un huissier de justice pour m'assurer qu'ils ne volaient rien des autres, pas même une petite cuillère. La maison résonnait de vide. Christelle pleurait, assise sur une valise, non pas de remords, mais parce qu'elle devait emménager dans un HLM de banlieue bruyant avec ses parents. Fini la piscine. Fini la vie de château. Fini les rêves de grandeur. Mon père a essayé de m'approcher alors qu'il chargeait un carton lourd dans son camion de location trop petit. Il avait vieilli de 10 ans en 2 mois. Morgane, tu ne peux pas nous laisser comme ça. On est tes parents. On t'a élevé. Aie pitié. Je les regardais droit dans les yeux, sans ciller. Non, Hervé. Vous n'êtes pas mes parents. Vous êtes les gens qui ont essayé de me faire perdre ma fille en appelant LASE. Vous avez franchi la ligne rouge. Vous n'êtes plus rien pour moi. Vous êtes des étrangers. J'y ai fermé la porte derrière eux à double tour. Le bruit de la serrure qui claque a été le son le plus satisfaisant de ma vie. C'était le son de la liberté. La maison était silencieuse. Mais ce n'était pas un silence triste. C'était le silence de la paix retrouvée, le silence d'une page qui se tourne. Il restait une dernière chose à faire pour que la boucle soit bouclée. Il fallait réparer le jardin. Et surtout, il fallait que la musique revienne habiter ses murs. 6 mois ont passé depuis le grand nettoyage, comme elle appelle tante Colette en riant. La vie a repris ses droits, mais elle est bien différente et infiniment meilleure. Mamie Yvette a définitivement quitté la maison de retraite. Elle est retournée vivre chez elle, dans sa grande maison de maître qu'elle aime tant. Mais elle ne voulait pas y vivre seule. Elle nous a proposé, à Lou et moi, de venir habiter avec elle. J'y ai rendu les clés de mon petit appartement sombre et humide. Aujourd'hui, nous vivons toutes les 3 dans cette belle demeure lumineuse. J'y aide mamie au quotidien, je veille sur elle, et Lou a tout l'espace dont elle a besoin pour grandir et s'épanouir. C'est une colocation joyeuse, intergénérationnelle, pleine de rire et de respect. Et la piscine? C'est la meilleure partie de l'histoire. Mamie a tenu parole. Elle a fait venir des camions de terre végétale. La piscine a été comblée à moitié pour en faire un magnifique bassin des agréments peu profonds, écologique, avec des nénuphars, des lotus et des carpes koi colorées, entouré d'un jardin japonais avec des érables rouges et des bambous. C'est un lieu de méditation et de calme, plus un lieu de vanité et de bruit. C'est devenu l'endroit préféré de Lou pour lire. Quant au violoncelle Gant et Bernardel, il est revenu à sa place légitime. Il trône de nouveau dans la salle de musique, qui a été repeinte en verre sauge apaisant et réaménagée avec de l'acoustiques modernes. Ce soir, alors que le soleil se couche sur Limoges, teintant le ciel de rose et d'or, je suis assise sur la terrasse en bois, une tasse de thé fumant à la main. Mamie est à côté de moi, un châle sur les épaules, souriante, regardant le bassin au nénuphar. De la fenêtre ouverte du salon nous parvient une mélodie sublime. C'est Lou. Elle joue la suite numéro 1 de Bach. Le son est riche, profond, vibrant. Il remplit la maison, il remplit le jardin, il remplit nos cœurs de gratitude. Mes parents et Christelle? Ils vivent à 3 dans un T3 exigu et bruyant en périphérie. Ils sont criblés de dettes judiciaires et doivent payer des dommages et intérêts à mamie chaque mois pendant des années. Christelle a dû trouver un travail de caissière en supermarché pour la première fois de sa vie pour payer son loyer. Ils essaient parfois d'appeler pour demander de l'argent ou pour se plaindre, mais nous avons changé tous les numéros. Ils sont devenus des étrangers, des fantômes d'un passé toxique que nous avons choisi d'oublier pour avancer. En regardant ma fille jouer, je réalise que nous avons failli tout perdre. Pas seulement un instrument en bois, mais notre dignité, notre lien familial, notre avenir. Mais la cupidité et la méchanceté de mes parents ont eu un effet inattendu et positif. Elle nous a soudés, mamie, Lou et moi, comme jamais auparavant. Ils voulaient nous diviser pour mieux régner, ils ont fini par nous unir pour les chasser. La musique s'arrête doucement.
Lou apparaît à la fenêtre, son archet à la main, le visage rayonnant. « C'était bien, mamie ?» demande-t-elle. « C'était parfait, mon ange », répond mamie avec tendresse. Le violoncelle est heureux d'être rentré à la maison. « Et nous aussi. »« Moi aussi », dit Lou avec un grand sourire. Cette histoire m'a appris une leçon brutale mais nécessaire. La famille, ce n'est pas le sang. Le sang, c'est juste de la biologie, du hasard génétique. La vraie famille, ce sont les gens qui vous protègent, qui vous respectent pour ce que vous êtes, et qui ne vendraient jamais votre âme pour un peu de chlore et de béton. Et vous? Avez-vous déjà vécu une trahison familiale impardonnable? Avez-vous dû couper les ponts avec des gens toxiques pour sauver votre peau et celle de vos enfants? Je veux connaître votre histoire, car le partage est notre force. Si cette vidéo vous a touché, s'il vous plaît, laissez un j'aime et partagez-la autour de vous. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de dire non aux injustices familiales. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires de résilience. Prenez soin de vous, et protégez ceux que vous aimez. À très bientôt.